Merci de venir m'écouter pour parler d'un sujet qui évidemment nous concerne tous d'une certaine façon, peut-être abordé à ma façon de médecin de santé publique, ce qui n'est pas toujours bien compris. Donc on dit, dans la presse on dit plutôt généraliste, donc médecin de santé publique, c'est une spécialité de la médecine. Et en résumé, ça consiste à soigner des populations, des institutions, des problèmes de santé au sens large, mais pas des personnes. Alors je vais dire en deux mots ce que j'ai fait. J'ai fait des études de médecine, j'ai même fait des remplacements de médecine générale pendant un certain temps. Et puis je me suis spécialisé en santé publique, qui est plutôt une approche donc collective de la santé. Et je ne soigne plus que éventuellement mes ennemis. Et puis quand je ne peux pas faire autrement, je soigne mes proches s'il y a vraiment des urgences. Mais ça s'arrête là. Alors j'ai été chercheur dans une unité INSERM sur de l'évaluation du médicament, des technologies médicales, des pratiques professionnelles. Et puis je suis devenu un évaluateur professionnel et privé dans une structure qui faisait du conseil en évaluation pour à peu près toutes les institutions qui s'occupent de santé en France, du public au privé, à l'associatif, l'État, l'assurance maladie, où les besoins d'évaluer des programmes, d'évaluer des pratiques, d'évaluer des institutions, commençaient à avoir le jour quand j'ai commencé, c'est-à-dire dans les années 80. J'ai fait ça pendant 10 ans et je suis passé ensuite à l'OMS, le bureau de l'OMS pour l'Europe à Copenhague, qui couvre 53 pays, dont l'ex-Yougoslavie, l'ex-Union soviétique et quelques autres, plus toute l'Union européenne. Et puis j'étais le représentant de cette OMS auprès de Bruxelles, de l'Europe, de l'Union européenne. Donc vous voyez, ça fait de moi un technocrate de la santé, d'une certaine façon. J'ai ensuite eu des responsabilités à l'Institut Pasteur, où j'étais directeur des affaires internationales. Et j'ai suivi le grand réseau des affaires internationales des instituts partenaires de l'Institut Pasteur dans le monde. Et puis j'ai passé du temps à l'établissement français du sang, où je m'occupais de stratégie européenne, de prospective au sens large. Par ailleurs, j'ai fait beaucoup de choses dans des instances diverses et variées, de professionnels, de Société française de santé publique, Société européenne de santé publique, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, où on s'intéresse à tous les aspects du financement et de la capacité de financement des soins au sens large, le Haut Conseil de santé publique, où on regarde qu'est-ce qui est bon pour la santé des populations et qui est placé auprès de la ministre de la Santé et de la Direction générale de la santé, et quelques autres structures plus internationales comme Expertise France et puis la Fédération française du senior, qui est une aventure plus récente et qui évidemment a commencé à me concerner d'une façon ou d'une autre il y a quelques années. Alors ce que je vais vous raconter, c'est qu'est-ce que c'est un professionnel de santé publique, qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Je vais le faire sous forme d'une petite histoire, mais je vais quand même dire qu'il y a trois aspects en fait très différents. Il y a un aspect qui concerne les crises sanitaires, qui sont des choses qui a priori ne se sont pas réalisées, ou on ne sait pas à l'avance qu'elles vont se réaliser. On les attend, on se prépare, et on fait du mieux possible en se disant si ça arrive, il faudra bien faire quelque chose. Alors je raconte, je dis Ebola, la grippe H1N1, la dengue, le sida, la tuberculose résistante aujourd'hui aux antibiotiques, la surveillance des populations, le règlement sanitaire international, qui est une loi internationale qu'on connaît mal en général, mais qui fixe des règles pour tous les pays pour faire face à des crises sanitaires, justement, des interventions diverses en urgence, etc. Ça, c'est l'aspect crise sanitaire. Il y a un deuxième aspect de la santé publique qui est celui du système de soins. Le système de soins, ça contribue bien évidemment à la santé et à la santé des populations.
Donc aujourd'hui, on parle de crises diverses, on parle de déserts médicaux, de pénurie de médecins, d'urgences saturées, de financement des hôpitaux, de financement des soins aux personnes dépendantes, de prix des médicaments, de pénurie de médicaments. Tout ça, c'est la presse quasi quotidienne. Quand on parle de la santé, on entend parler de ces choses-là, sans que tout soit bien clair sur ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a conduit à ces situations et qu'est-ce qu'on peut réellement faire au-delà de l'injonction immédiate et à très court terme. Et puis, il y a un troisième aspect qui est la réduction des principaux risques pour la santé. Parce que la santé est évidemment sous influence de mode de vie, de risques environnementaux, de choses qui... Il y a ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, etc. Alors le tabac, l'alcool, les drogues, les aliments et la nutrition en général. Il y a des états de santé précurseurs qui sont eux-mêmes liés à d'autres modes de vie, la pression artérielle, le cholestérol, le diabète, et les accidents, l'environnement de l'air, de l'eau, les radiations, les pesticides. Tout ça, c'est des risques pour la santé. Et quand on est professionnel de santé publique, évidemment, je ne peux pas couvrir et je ne connais absolument pas tout sur tous ces aspects. Et plus ça va, plus j'ai une vision d'ensemble et moins je sais de détails sur chacun des sujets. Mais tout ça, c'est sur la table. Alors évidemment, l'espérance de vie dans nos pays, elle est optimale aujourd'hui. Mais le grand rêve, notre grand rêve à tous, c'est de dire vivons le plus longtemps possible sans jamais rencontrer le système de santé, le corps médical et des problèmes de santé divers. Mais c'est un rêve, c'est un rêve qu'on peut avoir, mais qui ne se réalise pas tellement. Au cours des 60 dernières années, les hommes et les femmes ont gagné 14 ans d'espérance de vie. Alors évidemment, on est passé de 65, 66 à 82. Ça explique, on imagine immédiatement les questions démographiques et les problèmes que ça peut poser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à cet idéal qui serait de ne pas avoir besoin ni de se faire soigner, ni de faire attention à sa santé, de pouvoir traverser la vie sans se poser de questions et s'endormir un jour très tard. Ça, c'est une explication du nombre de maladies chroniques selon l'âge en 2013. Alors, vous voyez tout de suite qu'à partir de 60 ans, 60 un peu plus, on a au moins une maladie chronique, 2, 3, on a plus de 40 à 50% de la population qui va avoir des problèmes de maladie chronique. Ça veut dire qu'on est malade, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre et qu'on ne se porte pas bien, etc. Donc cette question avoir des problèmes de santé et pouvoir continuer à vivre bien, elle se pose à nos citoyens et on va voir que ça passe par un certain nombre d'utilisations de services en particulier. Ici, vous avez le taux d'hospitalisation pour les hommes en bleu, pour les femmes en rouge, selon l'âge qui est là. Et on voit que quand on arrive après 60 ans, 70 ans, 80 ans, en pour 1000, c'est-à-dire ici, vous trouvez que les hommes, il y a presque 900 hommes pour 1000 qui sont hospitalisés une fois dans l'année pour un problème de santé, à partir d'un certain âge. Donc le passage par les hôpitaux, c'est une bonne chose d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il y a des endroits où quand on a un problème, on peut se rendre pour se faire soigner. Après, je ne vais pas entrer dans le détail de la façon dont ça se passe. Deuxième chose, c'est le nombre moyen d'hospitalisation de ceux qui sont hospitalisés, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde, c'est un certain nombre, et parfois, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 hospitalisations dans une année, parce qu'il y a des problèmes qui font qu'on a besoin d'y retourner. Et là, c'est pareil, on voit qu'en moyenne, à partir d'un certain âge, quand on est hospitalisé, on est plutôt hospitalisé plusieurs fois dans une année. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Il y a une répartition par âge et par sexe. Ici, c'est pour les cancers, les tumeurs malignes solides. Et vous allez voir pourquoi je vous emmène dans cette logique-là.
Les hommes sont presque systématiquement, pour un cancer par exemple, il y a plus d'hommes hospitalisés chaque année pour des cancers dans nos hôpitaux. Il se trouve que c'est pas, on pourrait dire, c'est parce qu'il y a une très grande inégalité d'accès aux soins et les femmes n'ont pas accès aux services de santé. Ça existe un petit peu, mais c'est sûrement pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que les hommes sont plus malades et que dans notre pays, eh bien, l'espérance de vie à la naissance, elle atteint 79,5 ans pour les hommes, 85,4 pour les femmes. Il y a un écart de 6 ans d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Les femmes sont en meilleure santé que les hommes. Cette inégalité-là, je peux vous dire qu'au niveau international, elle est difficile à discuter parce qu'aujourd'hui, le politiquement correct, c'est qu'on ne parle pas de cette inégalité dans ce sens-là. Alors je vais dire quelque chose qui est peut-être qui fâche peut-être, mais quand les Portugais qui présidaient l'Union européenne il y a quelques années ont décidé de s'intéresser à un sujet de santé, ils ont dit on va s'intéresser à la santé des hommes et essayer de comprendre pourquoi les hommes meurent plus que les femmes. Ils se sont fait allumer par tout le monde en disant c'est scandaleux de faire des choses pareilles, c'est sexiste, etc. Bon, quand on est professionnel de santé publique, on passe au-dessus en se disant mais c'est un vrai sujet tout de même. Pourquoi est-ce que les hommes dans notre pays meurent plus que les femmes? Alors après, il faut parler d'argent. Il faut parler d'argent. Les pathologies, alors vous avez ici un diagramme très compliqué, mais évidemment les bulles sont plus grosses quand il y a plus de monde. Et puis vous avez ici quelque chose qui représente le nombre de personnes touchées. Et vous avez ici le coût moyen par patient. Et on voit tout de suite on voit les quantités de personnes concernées par rapport au prix payé pour les pathologies. C'est-à-dire qu'on peut classer des pathologies en fonction de ce qu'elles coûtent plus ou moins cher à la société. Vous voyez que les cancers, c'est plutôt dans les 10-12 000 par personne par année. Et puis vous allez avoir des choses qui coûtent beaucoup moins cher, comme les traitements psychotropes, les traitements du risque vasculaire, etc. Alors, c'est important d'avoir ce genre de choses, et ce n'est pas pour entrer dans le détail de ce que ça coûte et pour stigmatiser telle ou telle prise en charge. C'est pour dire qu'on a la chance, dans notre pays, et on verra que ce n'est pas le seul pays, mais on a la chance de pouvoir faire soigner des problèmes qui se posent, et du coup d'atteindre cette longévité. Alors là, je vais passer là-dessus. Et je reviendrai sur cette idée de qu'est-ce qui fait que c'est une vraie richesse et que c'est un engagement de notre pays. On dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir faire soigner des maladies et atteindre une longévité importante. Alors la démographie française, vous voyez ici, on est presque en 2020. En fait, elle est intéressante parce qu'on dit toujours la population va vieillir énormément, il n'y aura plus de jeunes, etc. Le nombre de jeunes, dans les prospectives, il ne diminue pas, il augmente, il est ici. Ça augmente. En France, hein. C'est pas vrai dans tous les pays voisins. La population de 20 à 64 ans, elle bouge très peu. C'est-à-dire que le nombre de gens en âge d'être considérés comme les actifs, on va dire, eh bien, elle a pas beaucoup bougé. Entre les 20 à 64, ici, vous voyez qu'ils ne bougent pas. Par contre, on va voir un grand changement des populations les plus âgées. C'est-à-dire que la pyramide des âges change et on va voir doubler quasiment le nombre, on va voir plus que doubler le nombre de plus de 75 ans et on va voir 50% d'augmentation entre 65 et 75 ans. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose qui est... Non, la population ne change pas forcément exactement comme on le dit. Il n'y a pas une disparition des jeunes et des gens en âge dans la tranche d'âge des actifs pour devenir vieux. C'est ceux qui vieillissent vont vieillir et pas mourir. Alors c'est exactement ce que dit un enfant, ça c'est les perles qu'on récolte dans les classes, c'est exactement ça.
Les vieux refusent de mourir. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que dans les pays développés que la démographie est en train de changer. Et vous avez ici des projections du nombre de personnes de plus de 60 ans. Dans les pays développés, je dis une bêtise, dans les pays... Non, le monde, voilà, dans le monde, dans les pays en développement et dans les pays développés. Et vous voyez qu'il y a un changement majeur qui est en train de se faire, c'est que dans tous les pays émergents, dans le monde entier, l'espérance de vie augmente et la quantité, la proportion et la quantité de personnes âgées est en train d'augmenter fortement. Et ces gens qui sont dans des pays en développement ou on dit plus, enfin, l'appellation change tout le temps, mais disons des pays émergents, eh bien, ils sont demandeurs de la même chose que les plus âgés dans nos pays à nous. Ils sont très, très embarrassés de ne pas pouvoir accéder à des choses dont ils savent que ça va les aider éventuellement à continuer plus longtemps. Alors évidemment, éventuellement, ils sont confrontés à ce genre de choses. J'espère que ça n'existe plus comme ça, mais c'est pas très sympa de... Ça marche pour enlever une dent, mais pas plus. Et puis, quand on fait la cartographie mondiale de la disponibilité des chirurgiens, des anesthésiologistes et des obstétriciens pour 100 000 habitants, eh bien, on voit que c'est vraiment en Europe, en Amérique du Nord, un peu en Amérique latine, en Australie, que l'on va trouver le plus de professionnels capables de faire ça. Or, il se trouve que notre longévité, elle est aussi liée au fait que si on a une appendicite, une fracture, quelle qu'elle soit, c'est important de pouvoir accéder à des professionnels qui sont capables de faire. Eh bien, cette ressource-là n'est pas disponible partout. Alors, je vais vous montrer quelques chiffres clés pour l'Europe. Vous allez voir que c'est intéressant, parce qu'il y a 3 colonnes. Alors, je vous demande évidemment des efforts à cette heure-ci qui sont, dont je m'excuse, mais vous avez ici des pays de l'Union européenne, avec le pourcentage du PIB dépensé sur la santé, avec quelque chose qui est des euros ajustés sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup, on compare, parce que quand on compare, on n'achète pas la même chose avec la même somme d'argent dans différents pays. Et donc on ajuste sur le pouvoir d'achat. La Belgique, on dit toujours la France dépense beaucoup plus que ses voisins, je vous rassure, la France sur la santé, elle dépense en pouvoir d'achat, ajusté sur le pouvoir d'achat, elle dépense même un peu moins que les Belges, moins que les Allemands, moins que les Danois, beaucoup moins que les Suisses. Elle dépense plus que l'Italie et l'Espagne et beaucoup plus que la Pologne ou la Roumanie. La Roumanie dépense 10 fois moins que la France quasiment. Par habitant pour la santé. Ça, c'est la dépense par habitant pour la santé. Et alors, ce qui est vraiment très, très frustrant, et ça fait qu'on a envie de réfléchir autrement, c'est que quand on compare les espérances de vie, en France, on est très, très bon, on est au top niveau de l'espérance de vie, mais il y a 3 pays qui font mieux que nous. La Suisse, alors eux, ils dépensent plus que nous, donc on a envie de dire, oui, ils en ont pour leur argent. Mais les Italiens et les Espagnols, ils dépensent nettement moins, et ils ont une espérance de vie qui est meilleure. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que la dépense dans le système de santé. Alors ça peut être la qualité de la dépense, mais ce n'est pas vraiment ça qui fait la différence. Il y a autre chose que ça pour expliquer de la santé. Je continue avec qu'est-ce qu'on paye, et on nous dit toujours, on a le meilleur système du monde, on le sait bien, avec une sécurité sociale, avec tout est pris en charge, etc. Ici, on voit qu'il y a des grandes différences. Et par exemple, en France, on a l'État qui paye un peu pour la santé, mais surtout l'assurance maladie obligatoire. Et puis, on a ce qui s'appelle le out of pocket, c'est ce que les gens payent de leur poche, c'est-à-dire ce qui reste à payer à la fin quand tout a été remboursé.
Et puis on a l'assurance qui était volontaire. Alors j'ai laissé ça exprès parce que ça vient de changer. Ça, c'est les petites astuces comptables au niveau international. C'est que comme l'assurance complémentaire est devenue obligatoire, pas pour tout le monde tout à fait, mais elle est devenue obligatoire, eh bien on l'a fait passer dans l'assurance obligatoire. Donc la France, ces 14%, ils ont disparu pour aller là. Et du coup, on est les meilleurs en matière de couverture d'assurance obligatoire pour la population française. Ces petites astuces comptables intéressantes quand on fait des comparaisons internationales. Mais revenons à quelque chose. Les Belges sont à 78%. Ils payent de leur poche plus qu'en France. Les Allemands sont à 85% payés par l'État et l'assurance obligatoire. Les assurances obligatoires, ce n'est pas une, mais plusieurs, mais elles sont obligatoires et donc elles entrent comme de l'assurance maladie. Le Danemark, c'est l'État qui paye tout, 84%. Et puis, il reste des choses à payer de sa poche. La Suisse, il reste beaucoup de choses à payer de sa propre poche. Et souvenez-vous que les Suisses dépensent beaucoup plus pour leur santé. Donc, ils sont souvent en situation un peu difficile, côté financier, pour un certain nombre d'entre eux. Les Italiens, ils sont à 75% de dépenses, disons, publiques. Les Espagnols à 71%. Et les Polonais, alors là, on descend, on est à 70% et à 80% pour la Roumanie. Mais en sachant que cette dépense, ça c'est sur des... Encore une fois, on a vu qu'ils dépensaient peu pour la santé. Et en plus... l'État paye quand même, le service public paye relativement moins. Et du coup, ce qui reste, il va falloir l'acheter de sa propre poche. Alors, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, mais c'est pour montrer que les systèmes sont tous différents. Il y a des systèmes dans lesquels c'est l'État qui prend en charge. Je n'ai pas mis l'Angleterre ici, je n'ai pas mis la Suède, je n'ai pas mis d'autres pays identiques. Dans lequel c'est l'État par les impôts qui paye le système de santé. En France, c'est l'assurance maladie obligatoire. Et puis dans d'autres pays, aux Pays-Bas aussi, c'est une assurance maladie obligatoire qui peut être privée ou pas privée. En sachant que nous, c'est une assurance maladie publique, mais enfin les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé. Donc encore une fois, entre la collecte, l'obligation de collecte, la gestion de l'argent, il faut arriver à distinguer l'ensemble pour être cohérent dans ce qu'on compare. Alors le reste du monde, je ne résiste pas quand même à vous montrer 2-3 petites choses. Donc il y a ici le PIB toujours, le pourcentage dépensé pour la santé, et c'est là qu'on voit que les pays européens ont vraiment de la chance, parce qu'on est là on ne parle plus des mêmes taux de dépenses en pourcentage du PIB. Dans les pays européens, on est autour de 10, 9, 10, 11, 12%. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, même en Chine, on est plutôt autour de 7% et même moins parfois. Et si on descend en Afrique subsaharienne, on va être encore beaucoup plus bas en général. La dépense en dollars cette fois-ci, parce qu'on ne peut pas comparer en euros, on n'a pas les comparaisons internationales en euros. On est à 4 960 $ pour nous, et vous voyez qu'en Guinée ou au Mali, on est à 100 fois moins ou 150 fois moins. Donc, qu'est-ce qu'une personne malade dans un pays comme celui-là peut attendre d'un système? Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont faites, mais clairement, il ne peut pas attendre la même chose que ce que nous, on attend et qui nous permet de bien se porter d'une certaine façon. Alors après, je vais parler des lits d'hôpitaux parce que c'est un des sujets de crise majeurs quand même. La France, il y a 621 lits pour 100 000 habitants. La Belgique, c'est 500. L'Allemagne, c'est 600. Le Danemark, c'est 252. Moins de la moitié. Ils dépensent plus que nous et ils ont moins de lits d'hôpitaux. Alors ça, c'est intéressant. Mais ils ont d'autres façons de concevoir la prise en charge des problèmes de santé. Ils font beaucoup d'ambulatoires, beaucoup de rééducation, beaucoup de domiciles, ils font les choses différemment. Est-ce que c'est plus mal? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mal soignés, qu'ils sont plus mal soignés que nous?
ça mérite en tout cas de s'asseoir et de réfléchir en se disant est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait prendre chez eux, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut leur expliquer, mais c'est un exercice que personne n'aime faire dans la gouvernance des institutions en général et des pays. Et le nombre de lits, vous voyez qu'on est... les Polonais et les Slovènes ont des lits. La question qui se pose, c'est, vous allez voir pourquoi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un lit? Alors un jour, le ministre slovène a demandé à l'OMS Europe, qu'est-ce que c'est le bon nombre de lits pour mon pays? Vous en parlez, vous faites des comparaisons, vous êtes en train de nous donner des recommandations, dites-moi ce qui est le mieux. Je suis prêt à le faire demain. Réponse de nos scientifiques de l'OMS, une mauvaise question, monsieur le ministre. On répond ça au ministre, il est très content. Il dit, mais vous servez à quoi? Et effectivement, la question, quand on insiste auprès des scientifiques, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'un lit d'hôpital? Est-ce que c'est un indicateur qui sert vraiment? Mais la question, c'est que ces indicateurs, ils sont produits par ces professionnels et ces scientifiques-là. Donc, s'ils produisent des indicateurs dont ils disent ensuite qu'ils ne sont pas bons, on a envie de leur dire, mais excusez-nous, mais il faut retravailler la question. Et effectivement, qu'est-ce qu'un lit d'hôpital? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On va dire oui, mais ça ne ressemble pas toujours à ça, même chez nous. Donc, la question reste posée. Alors, je parle juste un mot sur les pénuries de médicaments, parce que ça date d'hier, hein, ou quasiment il n'y a pas longtemps. Les médecins lancent un SOS. Voilà. C'était très rare il y a une dizaine d'années, les pénuries de médicaments se multiplient. Et alors, réponse unanime, c'est de la faute des laboratoires. Alors oui, peut-être, mais qui a négocié la quantité nécessaire de médicaments qu'il fallait pour un pays comme la France? Qui a dit on va passer des offres et on va faire des contrats avec les industriels qui produisent en disant on a besoin de temps pour l'année prochaine. Qui est capable de nous assurer ça? Est-ce qu'on fait? Personne. Je peux vous dire que cette stratégie-là n'a pas eu lieu. Elle est en train de se construire. Elle n'a pas existé jusqu'à ce jour. Donc on a fait comme si spontanément, il y allait toujours avoir assez de tous les produits sur un marché mondial qui est en train de bouger, où il y a de plus en plus d'acheteurs, parce qu'on a vu que les pays émergents et tout ça, c'est des acheteurs aussi. Ils achètent des médicaments, ils en ont besoin. Et donc la question, c'est comment on fait pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, mais il faut être capable de calculer ce qu'il faut pour le futur. Alors j'ai vu dans ma carrière, en particulier pour les produits sanguins dérivés du plasma, les Canadiens font un appel d'offres annuel à tous les industriels qui produisent ces médicaments-là, et ils leur demandent un engagement sur la fourniture de tant de médicaments, tant de médicaments, tant de médicaments. Et ils passent un contrat avec chacun des industriels concernés. C'est plutôt une bonne façon de faire, plutôt que de partir en urgence sur le marché chaque fois qu'il manque quelque chose. Alors les dépenses pharmaceutiques, parce que c'est quand même aussi une vraie question, j'ai mis une flèche pour la France. Là vous avez le Danemark tout en haut, puis vous avez tous les pays qui se déclinent, avec les États-Unis qui sont tout en bas, parce que c'est quand même eux qui dépensent le plus quoi qu'il arrive. La France dépense 600, alors c'est en 2013, hein, je m'excuse, c'est dur de trouver toutes les données et de les remettre à jour. 600 $ ajustés sur le pouvoir d'achat par personne en France. Danemark, 240. Encore une fois, est-ce que les Danois sont vraiment moins bien soignés? Est-ce qu'ils sont moins malades? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de moins de médicaments? Qu'est-ce qui se passe? Des vraies questions qui sont posées et auxquelles on n'a pas de réponse. Alors ça, c'est un autre sujet. On va y venir. Vous allez voir. Alors ici, vous avez une toute autre vision de la chose. C'est le 50% des top 20
les pays producteurs de médicaments au monde. Et on a vu changer progressivement, et la Chine est devenue le deuxième producteur mondial de médicaments. À usage beaucoup de marché interne, hein, mais encore une fois, quand on est capable de produire pour 1,5 milliard, produire pour 500 millions de plus, c'est pas forcément extrêmement compliqué. Les États-Unis toujours au top niveau, la France est 5e, le Brésil est passé de la 10e place à la 5e. Eh bien, parmi ces top 20, 50% viennent de pays émergents aujourd'hui. C'est-à-dire les pays émergents se sont lancés dans la production des médicaments dont ils ont besoin, en partie parce qu'ils ne peuvent pas payer sur le marché international le prix qu'on leur demande. Et donc il y a un changement majeur de ce qui se passe dans le monde en matière de production de médicaments. Je vous donne ici un exemple qui est aussi la quantité qu'on dépense, et vous allez voir que c'est... Alors je m'excuse, c'est des choses très, très compliquées à lire. Vous avez ici une colonne qui dit les 10 pays où les adultes atteints de diabète sont les plus nombreux. Les plus nombreux, c'est les Chinois, les Indiens, les États-Unis d'Amérique, le Brésil, la Fédération de Russie, et puis il n'y a aucun Européen parmi eux. À part la Fédération de Russie, si on considère la zone européenne du Conseil de l'Europe ou de l'OMS. Et puis il y a les 10 pays où les dépenses de santé associées au diabète sont les plus élevées. Et là, je pense qu'il y a une erreur parce que j'y crois pas à ce chiffre. Enfin bon, voilà, les États-Unis, je vois pas comment ils peuvent dépenser 300 milliards sur le diabète, ça me paraît énorme. Mais je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez apparaître les pays européens. Donc quand on est diabétique, on a envie de dire, il vaut mieux être européen parce que on est beaucoup moins nombreux. On n'est pas parmi les plus nombreux en termes de quantité de diabétiques, mais par contre, le pays dépense de l'argent pour s'occuper de nous. Pourtant, ça n'a pas empêché qu'il y ait une crise en ce moment, majeure, parce qu'un industriel a arrêté de faire les pompes à insuline et que ça fait une flambée de réactions sans qu'on ait vraiment compris ce qui se passe, pourquoi et qui ça pénalise vraiment. Mais ça mérite d'être là encore analysé. Alors je vais passer là-dessus et je vous donne cet exemple qui est un titre du New York Times récent qui dit « Nous devons acheter de l'insuline ou mourir ». C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, l'insuline coûte une fortune aux États-Unis. Les industriels ont monté les prix de façon très très forte et il se trouve qu'il y a des malades qui finissent par ne plus se soigner suffisamment parce qu'ils ne peuvent pas acheter leurs produits. Donc, alors je ne sais pas quelle est la quantité, je ne peux pas dire, j'ai pas de chiffres détaillés là-dessus, mais voilà le titre du New York Times qui dit on va avoir des gens qui sont diabétiques, qui ont besoin d'insuline, qui vont mourir parce qu'ils n'achètent plus suffisamment de produits parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Ça, c'est les États-Unis aujourd'hui. Alors que c'est le pays qui a la plus grande dépense de santé au monde par habitant aujourd'hui. Alors, il faut savoir que ce n'est pas simple, et je finirai sur les prix là-dessus. À la dernière Assemblée mondiale de l'OMS, il y a eu une résolution qui a fait énormément d'agitation dans les couloirs entre les pays membres. Il y a une résolution qui a été poussée par une grande partie des pays émergents et à laquelle ont résisté les pays développés. Au début, la France un petit peu, et puis après, la France a accompagné le mouvement. Cette résolution, elle est de dire aux industriels, vous dites que les prix correspondent à des coûts de recherche et développement très très élevés, prouvez-le nous. Rendez transparent les dépenses de recherche et développement. On a besoin de savoir pour pouvoir savoir si c'est réaliste ou pas. Et là, il y a une résistance extrêmement forte. Et ce n'est pas encore résolu. Cette résolution n'est pas passée. En particulier les Américains, les Suisses, les Allemands, je crois, ont été très très résistants à cette résolution. Je n'ai pas suivi où elle en est aujourd'hui, mais voilà, c'est une résolution difficile.
Alors maintenant, on va passer à un autre sujet qui est celui de nous, les citoyens, face à la santé. Donc on n'est plus en train de passer à travers en se disant on va essayer d'éviter au maximum, mais ce qui est en train d'arriver, c'est ça, c'est des gens qui savent tout, ont déjà tout analysé, connaissent les dossiers, donc on va voir le médecin, mais en disant maintenant vous avez intérêt à répondre à mes questions parce que moi je sais beaucoup de choses. Et donc ce qu'on risque de voir, plutôt que mon vieil homme souriant du début, c'est ce genre de situation avec quelqu'un qui est éventuellement concerné par sa santé et qui va passer beaucoup de temps à la recherche d'informations pour savoir de quoi il s'agit. Et puis, je ne résiste pas à cette blague que je trouve très bonne, qui est non, vous ne pouvez pas mettre votre iPhone comme votre médecin de référence, votre médecin traitant. Vous ne pouvez pas l'indiquer. Et évidemment, ça va poser des problèmes énormes. C'est que toutes les données utilisées sont utilisées pour du marketing, de l'information sur les citoyens. Et donc ça, c'est une blague américaine qui dit vous avez peut-être déjà rencontré ça, avec qui je partage mes données, avec mes amis et la CIA, seulement moi et la CIA, seulement la CIA, et puis avec les favoris qui sont les amis et la CIA, les amis proches et la CIA. Mais il y a des directives européennes sur la protection des données qui sont très fortes, qui ont été... c'est un règlement européen qui est passé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, ou quelque chose comme ça. Et donc il y a des vraies tensions entre l'information qu'on donne, l'information que les grosses sociétés peuvent récupérer, mais vous suivez ça dans la presse sûrement largement. Et puis j'aimerais dire un mot sur, du coup, le vertige de la production scientifique et de la connaissance en santé, avec des incertitudes inévitables. C'est-à-dire que quand on se met à chercher de l'information, il y a 7 millions de chercheurs dans le monde, probablement plus encore maintenant, ce n'est pas les dernières données, d'après l'UNESCO. Il y a plus de 5600 revues biomédicales. Les revues biomédicales, c'est celles dans lesquelles on publie tout ce qui concerne la santé, la biologie, tout ce qui concerne les sciences de la vie, avec 20 millions de références depuis 1960 qui sont dans la base de données qui s'appelle Medline. Il y a dans un site américain, clinicaltrials.gov, il y a plus de 250 000 études aujourd'hui des États-Unis et d'autres pays. Ça veut dire des essais de médicaments qui ont été publiés et dont il y a les résultats. Il y a des bases de données, la base de données Medline Plus qui est accessible au grand public avec plus de 1000 maladies qui sont référencées avec des tas d'articles. Et puis il y a en France la banque de données de santé publique qui est un peu en difficulté en ce moment, mais peut-être que ça remontera, dans lequel il y a plus de 300 000 notices avec du texte intégral sur des documents qui ne sont pas forcément des documents scientifiques publiés, mais des informations sur les institutions, le fonctionnement, les évaluations des programmes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un médecin qui peut suivre ça. Il n'y a pas un professionnel, même en passant tout son temps, qui peut faire ça. Lire un article scientifique, ça prend bien 2 heures facilement, si on veut bien le lire. Donc qui est capable d'ingérer cette connaissance scientifique, de l'analyser, de ne pas se tromper, et d'en comprendre les contradictions quand elles existent. Donc les incertitudes de la connaissance, il y a un avantage, c'est qu'elles sont mondialisées, parce que la science reste partagée au niveau mondial. Ça ne durera peut-être pas, parce que les brevets attendus de résultats scientifiques font que certaines publications sont retardées de plus en plus, en attendant d'avoir éventuellement un brevet qui permet de protéger, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Ça produit des débats et des controverses légitimes, mais ça produit aussi des crises majeures. C'est-à-dire que quand un résultat scientifique part directement dans la presse grand public en disant « regardez ce qui est en train d'arriver », ça provoque parfois des catastrophes. Et donc il y a des nouveaux métiers qui se montent autour de ça. Il y a les gens qui font des synthèses scientifiques des connaissances, ça a toujours existé, il y a toujours eu des gens qui faisaient ça, ils prennent tous les articles sur un sujet, ils en font la synthèse. Il y a ceux qui
essaye de comprendre les controverses en lien avec des fake news et des rumeurs. Il y a des professionnels du sous-marin dans les réseaux sociaux aujourd'hui qui vont chercher tout un tas de choses. Il y a la traduction de la connaissance pour les décideurs et les citoyens, c'est-à-dire des gens qui prennent la connaissance scientifique et qui disent si on veut être compris par un décideur, il faut lui donner dans un autre format qu'un article compliqué ou un rapport de 500 pages. Et puis il y a de la contribution à la distribution de la connaissance. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit ça puisse se répéter et pas durer pendant des... Voilà. Alors je vous donne juste un exemple, mais on est confronté à c'est pas des fake news, mais des interprétations complètement débiles en permanence. Et ça, c'est évidemment, vous l'analysez tout de suite comme étant une vraie bêtise. C'est vrai, les passagers de première classe ont moins d'accidents que les passagers de deuxième classe. Dans tous les véhicules, que ce soit les avions, les trains, etc. C'est simple, il y a moins de passagers en première classe. Donc quand il y a un accident, il y a moins de... Mais ce genre de choses qui paraît évident quand on le dit, si vous analysez tout ce qui se raconte au quotidien sur la santé et sur des tas d'autres choses, vous découvrez que c'est souvent ce genre de raisonnement qui est mis en avant. Et puis ça peut aller assez loin. Donc attention, c'est pas vraiment des fake news, mais c'est compliqué. Alors je vous donne un exemple du genre de choses qui m'est arrivé, qui m'arrive. Ça, c'était au moment de Fukushima, quelqu'un qui m'a écrit en me disant je lis que le nuage radioactif va toucher la France mercredi ou jeudi. Je voudrais bien savoir ce qu'un scientifique à qui on ne l'a fait pas en pense. Merci de ton retour et à bientôt. Il se trouve que en même temps, la Direction générale de la santé a publié un communiqué en disant qu'il y a un passage radioactif de masse d'air contaminée en provenance du Japon, aujourd'hui, 21 mars, sur les Antilles, puis Saint-Pierre-et-Miquelon, puis sur la France métropolitaine, etc. Les niveaux de concentration devraient être extrêmement bas, de 1000 à 10 000 fois moins que ceux constatés après la catastrophe de Tchernobyl. On ne le sait pas puisqu'ils étaient secrets, en France il n'y en a pas eu. Et il n'y a donc pas lieu, selon les autorités, de prescrire ou de délivrer de l'iode ou des compléments alimentaires en contenant. Mais ça veut dire que pour Tchernobyl, on aurait peut-être dû le faire. Mais je ne sais pas à qui on a distribué de l'iode et des compléments, mais très très peu. Je vous recommande de voir la série Tchernobyl si vous ne l'avez pas vue. C'est une série télévisée anglaise extrêmement bien faite qui raconte la catastrophe de Tchernobyl et son traitement. Et qui n'est pas une série polémique, c'est simplement les faits tels qu'ils existent. Alors ma réponse, ça a été de dire, voilà, la moindre radio des dents ou autre, et ne parlons pas des scanners, irradie comme à peu près 100 nuages de ce type en France. Je ne parle pas de Fukushima, je dis de ce qu'on attendait pour la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais calmons-nous, les risques des très faibles radiations, c'est-à-dire les retombées japonaises pour nous, est probablement extrêmement faible. Et puis, soutenons plutôt les Japonais qui ont été quand même extrêmement exemplaires et stoïques dans cette affaire. Je ne suis pas sûr que tous les pays auraient été capables de répondre même s'il y a eu des insuffisances qui maintenant commencent à être pointées du doigt. Alors, je vais passer très vite. Je vais même pas... tout ça pour montrer qu'il y a plein de choses qui sortent tous les jours. Ça, c'était il y a 2 jours. Un test sanguin détecte la maladie d'Alzheimer avec une prédiction de 95%. Et alors ? Et on en fait quoi ? De toute façon, on n'a pas de traitement. On ne sait pas exactement. La maladie, les chercheurs sont en train de revenir complètement sur la maladie elle-même, ses signes et ce que ça veut dire. Donc, c'est une information qui n'en est pas une, d'une certaine façon, malheureusement. C'est peut-être intéressant scientifiquement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le travail sous-jacent n'est pas intéressant. Mais en tout cas, ça n'a aucun intérêt pour personne tel que c'est présenté. Alors ça, je ne résiste pas parce que je la trouve très bonne. C'est sur le forum Doctissimo, que vous connaissez peut-être. Tout le monde va regarder des informations sur Doctissimo. Donc, je vous laisse le lire. Ça dit tout seul. Voilà. Mais il se trouve que ça existe et qu'il y a des gens qui suivent et qui analysent ça.
Alors j'arrive à la suite, je vais passer, il faut que j'aille vite parce que au Moyen-Âge, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. Oui, c'est vrai. Et puis, Aldous Huxley nous a dit la médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé. Et donc, on va arriver à cette situation-là, petit à petit, c'est que on va consulter en disant c'est pas normal, je n'ai rien. J'aimerais bien que vous me disiez que j'ai vraiment rien. Et effectivement, là, on va rentrer dans un autre champ qui est celui du champ des risques pour la santé, de la prévention, etc. Et je sais que c'est compliqué, en plus c'est extrêmement polémique, c'est difficile. Il se trouve que l'OMS, en 2002, a sorti un rapport qui, au lieu d'analyser les maladies, a analysé les facteurs de risque de ces maladies. Et ils ont classifié les facteurs de risque en fonction de leur importance, c'est-à-dire du nombre de morts qu'ils entraînaient, du nombre de pertes de qualité de vie, etc. Donc pour nous, pays développés encore, les principaux facteurs de risque de décéder, d'être malade, etc., eh bien, c'est le tabac, c'est l'hypertension, c'est l'alcool, c'est l'hypercholestérolémie, c'est la surcharge pondérale, c'est l'apport insuffisant en fruits et légumes, c'est la sédentarité, c'est les drogues illicites, pratiques sexuelles à risque et carences en fer. Ça, c'est, encore une fois, avec des analyses de risques attribuables, enfin, il y a de la statistique derrière ça. Ça vaut ce que ça vaut, ça peut changer, il manque des choses, mais c'est une classification. Eh bien, ce rapport a été comme une bombe atomique dans le champ des producteurs de ces risques. C'est-à-dire que tout d'un coup, les producteurs de tabac qui ne s'intéressaient pas du tout, pour eux, la santé publique, ils étaient même prêts à financer parce que ça les dérangeait tellement peu que de payer un ou deux congrès ou des choses, ça ne les dérangeait pas. Il n'y a pas de problème, ça n'empêchait rien. Ça n'avait jamais rien empêché. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de dangereux. Parce que, à la suite de ce rapport, il y a eu en particulier deux choses qui se sont passées. Il y a eu la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, qui est une loi internationale qui a été votée par tous les pays membres des Nations Unies, pas tous d'ailleurs, mais qui a été intégrée, et qui fait obligation au monde entier de lutter contre le tabac. Et ça a été un événement qui, pour les producteurs de tabac, a été un événement marquant et à risque. Ils ont mis du temps à s'y adapter, ils s'y sont très bien adaptés aujourd'hui. Je vous montrerai quelques exemples. Mais sur le coup, ça a été un vrai coup d'épée. Et puis, il y a la stratégie, il y a eu quelque chose d'assez intéressant, la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé. À l'OMS, en 2004, l'OMS a dit, mais puisque l'alimentation est tellement importante parmi les facteurs de risque, avec l'obésité, le cholestérol, même l'hypertension et le sel, etc., on va faire une stratégie, et vous voyez qu'elle est très très agressive, cette stratégie. Équilibrer l'apport énergétique pour conserver un poids normal, limiter l'apport énergétique provenant de la consommation de graisse, réduire la consommation de graisses saturées et d'acides gras trans pour privilégier les graisses non saturées, consommer davantage de fruits et légumes ainsi que de légumineuses, de céréales complètes et de fruits secs, limiter la consommation de sucre libre, limiter la consommation de sel. Très agressif, hein. Il n'y a même pas de chiffres, il n'y a pas de... Ça, c'est la stratégie proposée par l'OMS. À l'Assemblée mondiale de l'OMS en 2004, le ministre de la Santé américain s'est levé avec 2 ou 3 pays membres, pas affiliés mais proches, et il a dit « Il n'est pas question que l'OMS se préoccupe de l'alimentation. C'est une affaire privée, c'est une affaire individuelle. Il n'est pas question de parler de ça. » Et il a rajouté quelque chose qui est resté dans les annales, c'est « D'ailleurs, je suis là aussi comme représentant de nos industries sucrières. » Au moins, les choses sont claires. Il n'a pas caché son attachement, il l'a dit. Et ça a été impressionnant. Alors, je passe rapidement, mais quand même, il faut se souvenir que les médecins anglais, il y a eu une très très grosse cohorte de médecins anglais qui a montré vraiment, et c'est, encore une fois, le tabac, on n'avait pas beaucoup d'arguments biologiques, toxiques, etc., parce que c'est un risque très important, mais c'est un risque statistique dans des populations exposées.
Et donc, ce n'est pas un médecin ou même plusieurs médecins dans leurs patients qui pouvaient se faire une idée et démontrer que le tabac entraînait cancer du poumon, les insuffisances respiratoires, etc. L'épidémiologie, c'est-à-dire des grandes cohortes de personnes suivies, etc., a montré que vraiment il y a un lien, et en plus c'est un lien, vous voyez, dose-effet entre le tabac et la mortalité par cancer du poumon chez des médecins qui ont vraiment se sont prêtés au jeu. Et alors ici, je vais vous montrer simplement quelque chose quand même, qui est, quand je parlais de l'adaptation, les États-Unis, principal producteur de tabac au monde encore, ils ont, entre 1999 et 2009, fait diminuer de 16%, et c'est encore beaucoup plus maintenant, ils sont presque à 9%, je crois, de consommation, la consommation de tabac des Américains. Mais le chiffre d'affaires de leurs producteurs de tabac a augmenté. C'est ce que j'appelle l'adaptation au business. C'est bien fait. Nous, on a mis du temps à réagir, et il commence à se passer des choses maintenant, mais ça a été plus lent. Ce qui est intéressant, c'est des pays comme le Danemark, la Suède, qui étaient dans lequel, en plus, les femmes consommaient autant que les hommes, et même parfois plus, comme en Suède. Ils ont réduit énormément leur consommation de cigarettes dans les dernières années. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire le titre, c'est le pourcentage de décès après 30 ans causés par le tabac. Ben voilà, vous voyez, ici, vous avez des taux de 15 à 19%, plus de 20% en rouge. Donc c'est un vrai fléau mondial, dont pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à se débarrasser, quelle que soit la façon dont on s'y prend. Ça diminue, mais ce n'est pas gagné. Alors il y a des crises, aujourd'hui le vapotage, parce que c'est un créneau commercial de substitution. Le chewing-gum à la nicotine, c'était pas assez... la vraie addiction, elle est à la nicotine quand même, mais après il y a les gestes, il y a la psychologie, il y a tout ce que vous voulez, mais le produit addictif, c'est la nicotine. Et d'ailleurs, les soupes introduites dans les cigarettes ont été beaucoup travaillées pour que la nicotine fasse son effet le plus vite possible, puisse être, etc. Eh bien, aujourd'hui, avec le vapotage, on a quelque chose de nouveau, qui est que probablement pas mal de gens arrêtent la cigarette, mais ils vapotent. Alors, est-ce qu'on est complètement sûr qu'il y a absolument zéro risque à vapoter ça? On mettra 30 ans à s'en rendre compte, parce que la toxicité, ça met longtemps à se mesurer. Mais peut-être, pourquoi pas. Et il y a une grosse polémique en ce moment, parce qu'il se trouve qu'il y a des cas d'une étrange épidémie de pathologie pulmonaire qui est apparue aux États-Unis, qui est investiguée par le CDC, qui est le Center for Disease Control, qui est vraiment pas un organisme... qu'on peut soupçonner de militantisme d'ONG, eh bien, ça provoque une crise dans nos médias, parce que il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux sont en croissance exponentielle sur ce sujet-là. Ça, c'est pour dire qu'on pouvait tout se permettre sur l'alimentation, publicité pour un burger, je ne sais pas lequel, mais voilà. Et aujourd'hui, on a abouti à quelque chose sur la nutrition. Je vais en dire un mot quand même, parce qu'il se trouve qu'il y a les Anglais avaient développé des logos de qualité nutritionnelle avec des feux, comme des feux de la circulation. Et puis il y a un chercheur français, une équipe de recherche française avec l'agence Santé publique France après, qui a développé quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score, qui a été largement évalué, etc. Il se trouve qu'il y a eu une vraie fronde du ministre de l'Agriculture contre la ministre de la Santé. Il y a eu mais vraiment une guerre à couteau tiré,
parce que le Nutri-Score allait à l'encontre des intérêts de la grande distribution de nutrition et des grandes industries. Alors, ça a fini par évoluer, et aujourd'hui, le Nutri-Score a été mis en place par le gouvernement français sur une base volontaire pour les industriels qui veulent bien l'appliquer. Donc il y a pas mal d'enseignes de la grande distribution, il y a des enseignes de production qui utilisent le Nutri-Score, mais il y en a qui refusent, et il y a tous les jours des refus très peu expliqués. On ne comprend pas bien ce qui fait que ces producteurs n'ont pas envie que les consommateurs puissent avoir une information. Ça donne quelque chose, on a découvert que, par exemple, les petits déjeuners, il pouvait y avoir de 1 à 10 fois le taux de sel, le taux de sel dans la même quantité. Et puis quand on a posé la question, même en interne dans les chaînes industrielles, en disant mais pourquoi est-ce qu'on met autant de sel, les directeurs de production des chaînes de production ont dit ah ben on a toujours fait ça. Ils n'avaient pas essayé de le réduire. Donc aujourd'hui, ça a entraîné un mouvement qui est on peut réduire. Ils y arrivent à réduire, par exemple, la quantité de sel, à réduire un certain nombre de choses. Évidemment, le foie gras reste mal classé, mais on n'achète pas, on n'a pas besoin du Nutri-Score pour savoir si on achète une boîte de foie gras ou pas. Alors, vous avez aussi d'autres outils maintenant. Hein, je vous recommande. Je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire, mais par exemple, on va trouver dans le web culturel breton les aliments à éviter et ceux qu'il faut prendre pour éviter l'Alzheimer. Donc, je vous recommande d'aller tout de suite chercher ça. Alors après, il y a l'alcool. L'alcool, j'ai juste mis en évidence quelque chose. Ça, c'était en 2009. Hein. Mais la France, c'était les litres d'alcool consommés par habitant. La France a été championne du monde au siècle dernier, il faut se souvenir de ça. Et c'était 2 ou 3 fois plus que ça hein, par habitant. Donc la France en 2009 était à 11,8 litres par habitant, la Russie à 11,5. On dit oui, les Russes c'est des alcooliques de toujours, etc. Sauf que nous, c'était après une énorme diminution, et eux, c'était après une très grosse augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont rattrapés. Mais je ne sais pas si c'est un honneur d'être rattrapé sur la quantité d'alcool moyenne qui est bue. Et c'est dans les années 80 à 2009, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la fin de l'Union soviétique, l'éclatement de la fédération, etc. Et que les gens, il n'y avait pas de travail, une crise économique majeure. Et donc il y a eu une vraie crise de... Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Les Suédois, eux, partaient de 7,4 et c'est une augmentation de 10%. Et ils disent que c'est à cause des règles de l'Union européenne, parce qu'on les a obligés à ouvrir la vente à autre chose que les centres d'État, qui étaient les seuls qui pouvaient vendre de l'alcool pendant longtemps. Alors je vous laisse admirer cette publicité danoise pour les Suédois. Il y a des centres de vente pour les Suédois extraordinaires au Danemark. Je vais passer là-dessus. Et puis j'en arrive très vite, je vais passer... la pollution des eaux au nitrate, la France poursuivie par la Commission européenne. Et je veux juste dire un mot ayant passé beaucoup de temps à Bruxelles pour représenter l'OMS, pas la Commission européenne, c'est qu'il n'y a pas que des méchants technocrates à Bruxelles, et en particulier sur les produits chimiques et sur tout ce qui concerne la protection des... En plus, c'est un article des traités européens qui est la santé doit être protégée dans toutes les politiques de santé, dans toutes les politiques de l'Union européenne. Donc il y a un article de santé publique très fort dans les traités européens depuis Maastricht, et même avant d'ailleurs. Et donc ils font un certain nombre de règlements, et un des règlements importants, alors c'est pas celui qui est concerné là, mais c'est une directive qui s'appelle REACH,
qui est une directive qui a fait obligation à tous les producteurs de produits chimiques qui mettent un produit sur le marché en Europe. Il faut savoir qu'il y en a 3500 par an mis sur le marché en Europe, des nouveaux produits, sans études de toxicité, sans rien pendant très longtemps, très peu, très difficile à faire de toute façon, hein, mais la vérité c'est ça, c'est qu'on ne sait pas. Eh bien cette directive, elle a mis 10 ans à sortir par opposition brutale et frontale des très très gros producteurs du monde de la chimie. Voilà. Alors je ne vais pas parler du lobbying à Bruxelles, l'urgence climatique, je vais passer aussi. Une très bonne nouvelle, un nouveau Bill Gates, mais cette fois-ci pour l'environnement et la planète. J'insiste sur le fait que Bill Gates a fait des choses très intéressantes. Sa fortune mise à disposition de la santé est quelque chose qui est vraiment utile et efficace pour ceux sur les sujets qu'il travaille. Alors on a un nouveau milliardaire qui a décidé de mettre 98% de sa fortune sur l'environnement. J'espère que ça donnera quelque chose d'intéressant. Et puis un petit mot quand même sur cet ustensile-là, qui est un avion que vous reconnaissez, mais c'est quand même probablement un des vecteurs de transmission, alors là pour le coup de maladies, les plus importants de nos jours. Et les vecteurs et les microbes circulent. On est à probablement 4 ou 5 milliards de transports aériens unitaires chaque année dans le monde. Eh bien, quand les aliments, les objets voyagent, et par exemple les moustiques infectés par le virus de la dengue ont voyagé dans des pneus usagés qui faisaient l'objet de commerce entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et on a identifié des vecteurs, des transports de ce genre. Alors là, je mets l'avion. Je ne vais pas parler du vaccin parce que je vais juste dire un petit mot quand même. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il y a des gens qui travaillent dans des laboratoires secrets pour parer aux attaques chimiques ou nucléaires, et puis biologiques. Alors, on ne parle plus de biologie officiellement, puisque théoriquement les armes biologiques sont toutes interdites. Mais on sait qu'à par exemple, à une époque, il y avait des essais de vaporisation pour voir ce qui serait le mieux, ce qui se diffuserait le plus facilement si on devait envoyer des choses par avion, etc. Donc, voilà, on vit dans un monde qui éventuellement peut être dangereux aussi par des voies qu'on ne soupçonne pas. Et on a ici quelque chose que j'aimerais évoquer. Je m'arrêterai là-dessus parce que je ne veux pas vous embêter plus. La science fait des progrès parfois très très rapides. Apparemment, il y aurait aujourd'hui 1 ou 2 vaccins avec une certaine efficacité contre l'Ebola. Ebola qui ne nous inquiète plus, alors qu'il y a eu plus de 2000 morts en République démocratique du Congo dans les 2 dernières années. Là. Ça, on n'en parle plus. Hein, ça. On en reparle un petit peu maintenant. Oui, ça revit, mais on sent bien que ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour l'Europe, pour les pays occidentaux, etc. Voilà. Mais on pourrait avoir des mauvaises surprises. Donc le vaccin contre Ebola est en train de faire ses preuves. Petite inquiétude, donc il a été développé par Santé publique Canada et fabriqué par Merck, mais il y en a d'autres en fabrication. Et puis, non mais je vais m'arrêter là, ça suffit, je vous ai assez embêté avec ça. Donc je voulais juste vous montrer ça c'est très lent. Oui, je voulais vous montrer ça, parce que ça me touche de très près, donc il y a quand même eu beaucoup de méduses ces jours-ci. Et j'ai découvert que les Australiens qui ont des méduses mortelles, il faut savoir qu'il y a en Australie et dans le Pacifique, il y a des méduses très très dangereuses, mais ils ont développé des tenues de natation qui sont apparemment réfractaires aux méduses et permettent de se protéger. Donc je me permettrai la prochaine fois que je viens en Corse
d'en apporter parce que j'ai quand même deux, trois, malgré la prudence. Et puis pour dire que on peut aussi, pour la bonne santé, trouver des choses qui ne sont pas forcément dans le champ de la médecine et dans le champ de... Mais par exemple, faire la sieste, c'est très agréable. Et je vais terminer sur un clin d'œil qui évidemment qui est un peu cabotin, mais la Corse, ça peut faire du bien à tous les âges. Voilà.